Wow. Vous reprendrez bien un peu de calamar. Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du Blabla Show. Critique de l'épisode 5 de The Watchmen, la série par HBO et diffusée sur OCS en France. Eh oui, on reste sur vraiment une... Si j'ai un goût à la fin de cet épisode, c'est j'en veux encore. Et puis en fin de vidéo, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai décrypté comme Easter eggs, donc comme œufs cachés, références, clins d'œil, je sais pas comment vous voulez les appeler, mais en tout cas voilà, qui se cachaient encore une fois dans cet épisode, qui sont à chaque fois très nombreux et c'est plutôt marrant parce que finalement on se prend au jeu à la chasse un peu au trésor. Et ben là, moi c'est un peu le jeu auquel je joue, c'est chercher les références et les différents clins d'œil qui sont faits à travers les épisodes. Mais pour les savoir, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo pour les plus courageux. Et puis puisqu'il y a quand même quelques petits spoils sur certains, donc en tout cas voilà, n'hésitez pas ou alors si vous voulez pas être spoilé et que vous voulez seulement savoir quelles étaient les références, n'hésitez pas à vous diriger à la fin de la vidéo. Je vous mets le minutage dans les descriptions de façon à ce que vous puissiez vous diriger de façon plus simple. Et oui, on va devenir des cannibales de la série The Watchmen, mais en tout cas pour ceux qui l'apprécient comme moi, franchement c'est un réel plaisir, c'est super bien filmé, les plans sont magnifiques, on a vraiment des Easter eggs à chaque épisode. Il y a vraiment de quoi, quand on est un peu curieux et qu'on va aller au-delà de la lecture classique, il y a vraiment énormément de choses qui sont présentées et franchement c'est vraiment top. Alors que dire de cet épisode? C'est une claque, concrètement c'est une claque entre les différents twists et révélations racontés, le cheminement chronologique que l'on suit, l'arc narratif que l'on suit aussi cette fois-ci, puisque on change un petit peu à chaque épisode. Là on change d'arc narratif et c'est très bien fait quoi. Alors cette fois-ci on va se concentrer quasi dans l'intégralité de l'épisode sur un personnage qui était un personnage secondaire jusqu'ici, à savoir Wade Tillman, qui est Miroir ou Looking Glass en VO, qui est un des policiers, donc celui avec le masque réfléchissant. Et finalement on va débuter cet épisode là à travers un parallèle entre son passé et son présent, et qui est plutôt très intéressant parce que ça marque la psychologie du personnage. C'est assez intéressant de commencer par là parce que du coup ça va nous permettre de voir vraiment que cet événement là aura eu un énorme impact sur sa psychologie et surtout sur son quotidien, et ça l'aura marqué, ça aura conditionné aussi son avenir, puisque ça explique un petit peu aussi en partie pourquoi ce masque là, la matière dans laquelle il est fait et pour quelles raisons. Mais ça va plus loin que ça, et au-delà de ces révélations, on aperçoit un personnage qui finalement est très torturé, replié sur lui-même finalement, qui a un peu de mal à se sociabiliser au monde extérieur, et c'est plutôt assez tragique. Ça nous dépeint un personnage qui est assez naïf en amour, qui est très timide et qui finalement, pour reprendre ce que disait Laurie dans l'épisode 4 où elle s'adressait à Angela Barr en lui expliquant que tout le monde se mettait un masque pour cacher ses névroses, et concrètement lui c'est ce qu'il fait, il cache ses névroses derrière un masque, et ça à double titre, pas que psychologiquement mais aussi pour des raisons bien spécifiques. Alors là on navigue concrètement entre utopie, complot, crime, on a pas mal de petites choses qui sont amenées dans cet épisode là, et c'est plutôt encore une fois très enrichissant parce que on a quelques twists et révélations. Alors comme je le disais, forcément ça nous laisse un goût de j'en veux encore, parce qu'on arrive à la fin de l'épisode et puis vous connaissez ça, pour la plupart je pense qui aiment binge watcher comme moi, c'est d'arriver à la fin de l'épisode et de se dire putain je suis obligé d'attendre une semaine. Et puis n'oublions pas de parler de la bande son. Franchement la bande son elle est top, je veux dire, on a un petit côté rétro 80. D'ailleurs c'est ce qui règne au fond dans cette série, c'est qu'il y a un gros côté nostalgique, et vous comprendrez pourquoi j'utilise ce mot là tout à l'heure pour ceux qui restent, mais en tout cas on a un gros côté nostalgique des années 80, comme si on essayait de réécrire un petit peu le passé américain. C'est très présent dans le cinéma hollywoodien et dans les séries, concrètement on en voit à toutes les sauces aujourd'hui, que ça soit par le biais des séries comme Stranger Things, comme le film Ça, où on a voulu absolument jouer sur la nostalgie 80. C'est aussi le cas avec d'autres films d'horreur qui sont remis au goût du jour, ou encore prochainement Ghostbusters. Voilà,
on plonge à deux pieds dedans. En tout cas, on va passer à la partie spoiler. Si tu n'as pas vu l'épisode ou que tu n'as pas envie d'être spoilé tout simplement, écoute, c'est là qu'on se sépare. N'hésite pas à revenir une fois que tu auras vu l'épisode, ça sera avec grand plaisir. Puis si tu as envie de revoir ma bouille, voilà, n'hésite pas à t'abonner. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est gratuit et puis ça mange pas de pain. Et c'est parti en tout cas pour la partie spoiler. Et le premier point, c'est vraiment un point hyper important qui va expliquer beaucoup de choses, c'est le 2 novembre 85. Alors qu'est-ce que c'est que le 2 novembre 85? C'est concrètement la catastrophe qui s'est passée à New York et qui a vu apparaître un calamar géant, soi-disant interdimensionnel, qui s'écrase en plein le cœur de New York et en même temps avec des ondes psychiques qui vont tuer quasiment l'intégralité de toute la population. Et ça n'aura pas attaqué que New York, ça aura attaqué un petit peu aussi les alentours et notamment le New Jersey où se trouve donc Wade Tillman au tout début de l'épisode où il est sur une fête foraine en train de prêcher la bonne parole et demander aux gens de se repentir entre guillemets de leurs péchés avant la fin du monde. C'est un peu comme ça qu'ils expliquent la chose. Il fait partie d'un petit groupe, une confrérie, sans doute catholique, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, il essaye de passer un peu le bon message religieux à travers son parcours dans la fête foraine et il va tomber sur un groupe de punks qui vont concrètement l'envoyer balader, mais dans ce groupe, il y a une petite nana qui il dit non, allez, viens avec moi, et puis qui l'emmène dans une maison des glaces. Là, on a un gros parallèle qui est fait, à mon sens, avec le film It. Si vous regardez le panneau d'entrée, c'est une tête de clown avec l'ouverture de la bouche qui fait l'entrée de l'attraction. Et à l'intérieur, les effets, les différents, les sacs qui basculent dans tous les sens, les effets miroirs me font énormément penser au chapitre 2 de ça, paru très récemment en 2019. Je sais pas si c'est un clin d'œil volontaire ou pas, en tout cas, à mon sens, ça a fait écho. Une fois dans l'attraction, avec la jeune fille, en fait, elle essaye de l'amadouer en lui disant oui, puis est-ce que t'es puceau, blablabla, commence à lui, en gros, elle lui fait un plan drague entre guillemets, et puis il se laisse déshabiller comme un couillon parce qu'il est très naïf et qu'il a jamais fréquenté de filles, donc il sait pas trop comment ça se passe. Elle va le dessaper entièrement, et puis au final, elle se barre avec ses fringues. Il se retrouve complètement à poil dans la maison des miroirs qui l'entoure tout autour de lui, et là il se regarde en se fixant et il se reproche ce qui vient de se passer en lui disant qu'il n'est qu'un pécheur, etc. Et balaboum, arrive la catastrophe et l'onde psychique qui frappe un peu tout le monde et dont lui finalement. On s'aperçoit très vite que les miroirs, tout va éclater, etc. Lui va se retrouver au sol, mais il n'aura pas été touché entre guillemets jusqu'à la mort. Il aura été entre guillemets épargné, il va ressortir quand même relativement blessé, il va avoir un peu de sang partout au niveau des oreilles, etc. Comme si les miroirs tout autour de lui l'avaient protégé. Est-ce que c'est un parallèle avec son masque? Je pense que oui, c'est un clin d'œil pour dire que étant donné qu'il a été protégé par ce genre de choses, et c'est ce qu'il va faire par la suite en se protégeant avec un masque qui ressemble à un miroir, qui est en réflectatine et qui est une matière, en fait, qui protège des ondes psychiques. Et au final, il sort et c'est un vrai massacre, un vrai bain de sang. Il y a énormément de gens crevés par terre et il y retrouve la nana qui venait juste de lui piquer ses fringues. Mauvais karma, forcément. Il est resté sur le carreau. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas morts, malgré tout. Il y a encore quelques personnes qui sont debout ou qui sortent d'une attraction, ou peu importe, mais en tout cas qui découvrent le massacre avec effroi. On a un plan de travelling qui est vraiment plutôt bien fait et assez angoissant finalement, parce que c'est un peu l'idée où on sort de la fête foraine pour se diriger en vue vraiment aérienne pour finir à arriver jusqu'à New York pour nous montrer le calamar géant qui est écrasé en plein dans New York avec des feux partout, bref, la folie dans tous les sens et nous présenter vraiment cette fin du comics, puisque c'est à peu près là-dessus que ça va finir, contrairement au film, puisque le film lui avait décidé de faire l'équivalent d'une bombe nucléaire avec la signature thermique du docteur Manhattan. Ils avaient retravaillé un peu la chose, mais non, ce n'est concrètement pas ça qui avait détruit New York, mais bel et bien ce calamar géant. Finalement, ce petit passage va nous en apprendre beaucoup sur Wade Tillman et vraiment sur ses névroses, encore une fois. Et oui, parce que Wade Tillman, c'est devenu un adulte qui a décidé de s'engager dans la police après la nuit blanche, de façon à faire régner l'ordre de la justice, pour reprendre ses termes, mais qui va utiliser, comme je le disais, un masque reflétant, entre guillemets, ce qui se passe à l'extérieur, d'une part pour se protéger des ondes psychiques, comme je l'expliquais à l'instant, et puis d'autre part, sans doute aussi pour renvoyer le mal que les gens peuvent lui faire à travers
travers eux finalement et de se le prendre en pleine face, quoi. Comme si l'expérience qu'il a eue avec la jeune femme dans la maison des miroirs a eu un effet plus que traumatisant sur lui. Et je pense que c'est le cas puisqu'on va rencontrer aussi son ex-femme dans l'épisode et on y comprend qu'elle a tout tenté pour essayer de... Voilà, ils sont restés 7 ans ensemble, mais que malgré tout, sa parano, elle sera restée vraiment très profonde. Et on va vraiment dans son quotidien et vraiment dans son intimité, ça va très très loin puisqu'on voit un peu son installation. On l'avait déjà découvert dans son bunker, mais là on le voit dans sa maison et avec tout un système d'alarme qui se met en marche. Enfin, on voit que le mec est complètement parano, il est paniqué parce que son truc il est complètement bousillé parce que ça dysfonctionnait et lui il a tout arraché. Et au final il appelle la compagnie qui gère ce genre d'outils de protection et puis il leur demande de les envoyer en express malgré le coût qui est exorbitant. Enfin bref, il fallait qu'ils reçoivent un nouvel appareil très très vite parce que il est complètement barge des calamars finalement. Et ça explique pourquoi il prend autant en photo ces calamars et ce qu'on a pu voir dans un des précédents épisodes où il était avec Angela en train de développer des négatifs. Bref, en tout cas, il va finir par encore une fois se faire embobiner par une gonzesse dans un bar suite à la réunion. Et voilà, concrètement, elle va l'avoir menée par le bout du nez jusqu'à ce qu'elle voulait. Et au final, on apprend que cette nana-là, c'est une nana de la 7e cavalerie et qu'elle l'a fait venir et qu'elle a tout fait pour le faire venir en faisant tomber une salade du camion. Bref, tout ce qu'il fallait bien pour le faire rameuter. Et c'est assez, voilà. Et au final, on voit que le mec se fait avoir. Il ouvre les yeux sur la vérité qui lui est proposée, puisque c'est à ce moment-là qu'il apprend d'une part que le sénateur est le chef de la 7e cavalerie, mais qu'en plus, ce dernier va lui diffuser un film qui est la vérité sur ce qui s'est passé vis-à-vis du calamar géant, que c'est carrément Adrian Veidt qui assume et qui avoue au président Robert Redford par le biais d'un message enregistré 7 ans avant l'élection de ce dernier et qui finalement lui dit qu'il avait tout prévu et que c'est lui qui a prévu son élection et qu'il a été obligé de faire ça pour que les peuples se réconcilient face à une menace plus grande et que c'était le seul moyen d'y arriver et que pour perdurer la paix, que c'est un petit, voilà, qu'ils allaient devoir être associés et qu'il va devoir marcher dans sa combine et à savoir ne rien dire sur les petites pluies de petits calamars de temps en temps, histoire de conserver le mythe et la terreur. Cette vérité va franchement le fracasser et va le conduire à devoir trahir Angela, puisque c'était le deal avec le sénateur, que si lui montrait ça et qu'il voulait repartir en un seul morceau, qu'il allait devoir faire en sorte de mettre Angela à l'ombre pour un petit moment. Et ça tombe bien, Laurie enquête sur Angela de très près et a planqué des micros un peu partout dans le commissariat, et notamment dans le cactus sur le bureau de Wade. Donc il fallait pas grand chose finalement pour que elle se fasse arrêter, puisqu'il a réussi à la faire parler devant le cactus des médicaments de son grand-père, et elle va carrément tout déballer par rapport à son grand-père qui est au pied de l'arbre. Enfin bref, et là vous vous doutez bien, arrestation derrière dans la foulée, Laurie qui arrive et qui demande à tout le monde d'arrêter Sister Night. Au final, elle récupère ses médocs, mais ces médocs elle les avale tous d'un coup. Or plus tôt dans l'épisode, on comprend qu'il ne faut surtout pas faire ça parce que déjà, ne serait-ce que la prise d'un seul peut provoquer des psychoses. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur Angela sur le long terme ? Très bonne question, parce que là, elle a carrément avalé le pot complet. On apprend aussi dans cet épisode-là, et notamment par le biais de Wade, encore une fois, quand il va voir son ex-femme, qui lui explique que les médicaments sont des nostalgies. Pour revenir à Adrian Veidt, voilà, il a un conflit avec ce garde-chasse, le personnage un peu mystérieux qu'on avait pu croiser dans un épisode passé, qui est un peu son geôlier finalement, qui l'avait menacé par le biais d'une lettre courtoise et très respectueuse, que la prochaine fois, il en paierait les conséquences. Là, en fait, on voit Adrian Veidt qui arrive après toutes ses expériences à arriver à s'échapper de cette bulle par le biais du ciel et de sa catapulte. Il arrive sur une planète, Europe, la lune de Jupiter, et on y voit tous les corps amassés un peu partout. Des Philippe et Madame Kunchen vont aussi lui servir à pouvoir écrire un message, et notamment qu'on va voir par le biais d'un recul au niveau du plan, passe un message, venez me chercher, grosso modo c'est un peu ça. Donc à croire qu'il avait vraiment tout prévu, ce bonhomme. Par ailleurs, dans la scène où on voit le garde-chasse qui récupère Adrian Veidt en le faisant revenir dans sa geôle, entre guillemets, si je puis dire, comme ça, il va lui expliquer qu'il va, on sait du coup beaucoup de blabla, vous allez payer les conséquences, blablabla. On a un petit plan qui est assez intéressant, et au moment où il croise un
Mr. Phillips. Et d'ailleurs, en fait, quand on regarde bien et qu'on compare les deux visages, on pourrait s'apercevoir qu'il s'agit bien du même clone, mais que ce dernier a un rôle bien précis, qui est d'être le geôlier de Adrian Veidt. Peut-être que je me trompe, hein, mais je trouve qu'il y a vraiment de grosses ressemblances. On y voit les yeux bleus. Bon, cette fois-ci, celui-ci a une moustache. Il fait franchement penser au personnage de The Lone Ranger. Hein. Excusez-moi, mais on peut pas trop penser à autre chose que ça en le voyant. Ça me fait vraiment penser à ce personnage-là. Enfin bref, alors non, ne pars pas, c'est pas fini. Je t'avais dit, il y a les différents clins d'œil cachés dans l'épisode et on va commencer tout de suite par le premier. Au tout début de l'épisode, comme je vous disais, on y voit un Wade qui se balade sur la fête foraine, on voit un passant tenir un journal et sur le dos, au niveau de la couverture, on y voit en gros écrit la méthode Veidt. C'est clairement un clin d'œil à ce qui se passe dans le comics, puisqu'il faut savoir que Adrian Veidt avait écrit lui-même une méthode qui expliquait comment devenir aussi fort et musclé, entre guillemets, et puis entretenir un physique de champion sans avoir des super pouvoirs. Toujours dans la fête foraine, comme je vous disais tout à l'heure, il va à un moment donné, Wade va se retrouver face à un gang, et en fait ce gang, donc, une fois l'avoir envoyé paître, en envoyant toutes ces feuilles valsées, il y a une des filles du gang qui va l'attirer dans la maison des miroirs. Cette fille-là, on entend son prénom, elle s'appelle Cathy. En fait, c'est une référence directe à la drogue que prenaient les gangs dans les années 80 dans le comics Watchmen et qui s'appelait la KT28 et au final dont le surnom était Cathy. Et d'ailleurs, elle va provoquer pas mal de bagarres avec le hibou. Ensuite, on a un parallèle sur le masque de miroir. Et oui, il est fait en réflectatine, qui est un matériau un peu métallique, un peu comme l'aluminium, qui le protège des ondes psychiques. Mais c'est un clin d'œil direct à vraiment, là pour le coup, une certaine époque, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, les fous et les gens pas stables psychologiquement portaient un casque en étain. C'est ce qui permettait de dire telle personne est complètement folle ou est en psychiatrie ou quoi que ce soit. Donc là, comme lui, il le quitte jamais, et même pour bouffer, même pour dormir, concrètement, voilà, c'est vraiment un parallèle que l'on a en disant qu'il est pas stable psychologiquement. Le cinquième point, c'est le clonage, finalement le clonage animalier. On le voit à un moment donné dans l'épisode quand il va voir son ex-femme, on voit que c'est devenu monnaie courante de cloner les animaux, mais ça rappelle en fait clairement le comics où Adrian Veidt, donc Ozymandias, avait débuté ses expériences de clonage et notamment avec sa fidèle Bubastis, et oui, puisque c'est vraiment le premier animal qu'il aura fini par créer. Ensuite, on en vient aux pilules, les Nostalgia. Et oui, il faut savoir que dans le comics, les Nostalgia, c'est des produits cosmétiques créés par la Veidt Company et ils permettent de ressasser des souvenirs très agréables par le biais de l'odeur, etc. Mais les pilules, elles vont beaucoup plus loin. En fait, les pilules, elles ont été interdites à la vente parce que ce sont de réels souvenirs du passé. Donc, concrètement, si on reprend la scène où Angela se fait arrêter et avale l'intégralité des pilules de son grand-père, ce qui à mon avis était un fait voulu par le grand-père, elle va ingurgiter l'intégralité de tous ses souvenirs. Donc, elle va apprendre la vérité sur ce personnage. Donc, très clairement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Septième point, là, c'est un peu une déformation de la réalité. On voit à un moment donné où René, donc, qui est une membre de la 7e cavalerie, mais on le sait pas encore, qui traîne avec Wade après la réunion de parole des drogués des calamars. On apprend que, on voit à travers différents éléments que Steven Spielberg a été récompensé aux Oscars en 1992 et non pas comme en réalité en 1993 avec son film sur la Shoah, La liste de Schindler. Non, là il a été récompensé pour son film Pale Horse, qui est un film qui retrace les événements et l'attaque du calamar géant à travers New York, toujours fait en noir et blanc, en dehors d'un personnage principal qui est une petite fille avec un manteau rouge. Et en fait, le nom, c'est le nom que portait le groupe qui jouait sur la scène du Madison Square Garden le soir de l'attaque. Ensuite, on a la scène où Wade découvre un mur d'écran où va lui être projeté le CD que possède le sénateur, à savoir la vérité sur les aveux de Veidt, finalement, sur le calamar géant. Cette scène-là, on voit de dos Wade qui est face à ce mur d'écran, nous rappelle énormément la scène dans le comics où Veidt est dans sa base arctique et face à son mur d'écran, face à l'attaque en direct de l'attaque en 85 de calamar géant, et il
il criera même « je l'ai fait ». C'est aussi la suite de cette scène-là, après un peu plus tard, que on voit Rorschach notamment mourir, etc. En tout cas, gros parallèle qu'encore une fois fait avec le comics. Et le dernier parallèle, et pas des moindres, c'est l'une des scènes qui est un peu choquante dans l'épisode, qu'à un moment donné, on y voit Wade se préparer une boîte de conserve et s'installer devant sa télé paisiblement pour sans doute regarder un film super sympa. Finalement, ce film, c'est un film, je pense, de cul, hein, clairement, puisqu'on y voit une scène où le juge est en train de prendre un autre super-héros par derrière, donc une scène gay en plus, mais d'autant plus que moi, le personnage qui, justement, est en position de faiblesse dans cette, dans cette scène, en fait, me fait grave penser au personnage de The Boys, et notamment donc celui qui est un peu l'entité, l'antagoniste de Superman, hein, qui est totalement sordide et dénué de compassion, et qui est un psychopathe en puissance. Et j'ai l'impression que c'est comme si on voulait faire passer un message, t'auras beau faire tout ce que tu veux, Watchmen, quoi. C'est un peu ça l'idée, excusez-moi d'être cru, mais c'est un peu ça, puisqu'on fait souvent des parallèles entre Watchmen et The Boys, et puisque c'est un peu le même, je dirais le même esprit, la même noirceur, le même type de, voilà, de choses que l'on veut raconter à travers les super-héros, et pas toujours que des histoires glorifiantes ou belles. Là, on est clairement dans quelque chose de, voilà, comme si on voulait, c'était un message passé par Lindelof en disant, tu vois, The Boys, bon, voilà, est-ce que c'est vraiment le clin d'œil que j'ai bien compris? Je sais pas, en tout cas moi j'ai compris ça. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pas du tout en train de lancer la pierre sur quoi que ce soit, hein. Je dis que la scène est choquante malgré tout, enfin voilà, mais est-ce que vous avez compris la même chose pour ceux qui ont fait gaffe? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pas de drama s'il vous plaît, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça serait plutôt intéressant de voir votre point de vue. En tout cas, voilà, je me suis bien régalé sur cet épisode-là. Concrètement, encore une fois, si vous l'avez pas vu, franchement, je vous la recommande. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Moi, en tout cas, j'adore, personnellement, je suis fan. On se retrouvera très bientôt. Encore une fois, cette semaine, cette fois-ci, je vous ferai une critique de le prochain épisode de His Dark Material, donc à la croisée des mondes, l'épisode 3. Et puis, je vais aussi vous parler d'une série que j'ai découvert grâce à l'un des abonnés, et qui est la série Si, que je me tâtais quand même à regarder, mais bon, franchement, je n'étais pas très motivé. Et là, j'ai regardé les 5 premiers épisodes et je suis totalement, vraiment plongé dedans. C'est une série qui me fait penser à plein de choses, mais ça, je vous le ferai découvrir cette semaine en tout cas. Ça tombe bien, il n'y a pas grand monde qui en parle, moi j'en parlerai. D'ici là, portez-vous bien, et puis à bientôt sur Blabla Show.